Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur l'apprentissage du langage Python. Je m'appelle Mahamadou Yangana et je suis Data Scientist. Aujourd'hui, nous allons parler du langage Python. Vous allez me demander c'est quoi le langage Python. Mais avant de parler de Python, moi je pense qu'il est nécessaire de partir des bases. Quand je dis des bases, c'est-à-dire des bases des bases. C'est-à-dire partir de l'informatique, des notions en informatique, de tout ce qui est langage de programmation, de tout ce qui est système informatique. Comme ça, tout le monde aura une idée un peu globale de Python. Alors, si vous me posez la question, c'est quoi Python? Je vais essayer de vous répondre avec la manière la plus simple possible et la plus compréhensive possible. Je vous dirais que l'informatique, c'est une science. C'est une science comme la chimie, comme la physique, comme la biologie, comme la géologie. Mais nous savons que chaque science est spécialisée vers un domaine bien précis. Par exemple, si nous prenons la biologie, c'est la science de la vie. Bio qui veut dire la vie. Quand nous prenons la géologie, c'est la science de la terre. Géo qui veut dire la terre. Maintenant, qu'en est-il de l'informatique? L'informatique, on dit que c'est une science. Mais c'est une science aussi qui va s'orienter vers quoi? Vers l'automatisation de l'information. Donc on a deux termes ici. On a le terme d'automatiser et le terme d'information. Alors on va automatiser quoi? Une information. Dans ce cas, nous allons partir d'abord avec la définition d'une information en informatique. Alors, c'est quoi une information en informatique? Je vais essayer de vous donner un exemple dans la vie courante. Une information, ce n'est rien d'autre qu'un ordre. Si on vous parle d'information en informatique, c'est un ordre. C'est une tâche qu'on va donner et que cette tâche doit être exécutée. Par exemple, dans la vie courante, je prends un exemple. Je prends un nom, Marcel. Marcel, je dis à Marcel, je dis Marcel, va à la boutique et tu m'achètes du pain. Après avoir acheté du pain, tu prends le pain, tu l'amènes chez Tante Nadi. Et tu dis à Tante Nadi que moi, j'ai eu l'argent que Tante Nadi m'avait demandé. Si vous regardez très bien, là, il y a beaucoup de travaux à faire. Il y a beaucoup de tâches à exécuter. Non seulement Marcel doit se rendre à la boutique, Marcel doit acheter du pain. Et après avoir acheté du pain, Marcel doit encore se rendre chez Tante Nadi et dire à Tante Nadi que moi, j'ai eu l'argent que Tante Nadi m'avait demandé. Et c'est après tout ça que Marcel doit se rendre chez moi. Donc il y a un ordre bien défini à respecter de manière chronologique. Et c'est ça qu'on appelle un algorithme. Ne vous en faites pas, c'est des notions informatiques, on va les voir après. Ça, c'est un algorithme que Marcel doit respecter. Mais si Marcel commence d'abord par chez Tante Nadi pour aller à la boutique, Marcel a fait des tâches, mais Marcel n'aura pas le même résultat que nous attendons. Donc Marcel n'a pas fait la tâche demandée. Très bien. Je pense que vous avez maintenant une idée d'une information. Une information, c'est un ensemble de tâches. Non seulement il doit aller à la boutique et il achète du pain, mais après avoir acheté du pain, et quoi? Il doit aller chez Tante Nadi. Une fois chez Tante Nadi, et quoi? Il doit dire à Tante Nadi que moi j'ai eu l'argent que Tante Nadi m'avait demandé. C'est après tout ça encore que Marcel doit se rendre chez moi. Donc il y a des tâches, mais entre ces tâches, il y a des liaisons. Il doit aller à la boutique et acheter du pain, et aller chez Tante Nadi, et dire à Tante Nadi que après tout ça, et se rendre chez moi. Donc non seulement il y a des tâches à exécuter, mais entre ces tâches, il y a ce qu'on appelle des liaisons en informatique. Ces tâches doivent être liées. Dans ce cas, pour donner ce qu'on appelle des algorithmes. Les algorithmes, c'est un ensemble d'instructions, c'est un ensemble de tâches à exécuter. Et entre ces instructions, il y a ce qu'on appelle des liens qui lient l'ensemble de ces instructions. Alors, on va parler encore, c'est quoi automatiser cette information. On a vu, c'est quoi une information. Automatiser, je vais vous donner encore un exemple dans la vie courante, dans la vie de tous les autres. Automatiser quelque chose, nous tous, par exemple, nous connaissons ce qu'on appelle une voiture automatisée, ou bien nous avons entendu parler d'une voiture automatisée. C'est une voiture qui n'a pas besoin d'action anthropique, c'est-à-dire, dès que tu es là, tu n'as pas besoin de faire du manuel toujours, de faire les vitesses. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Plus tu vas accélérer, plus les vitesses vont s'augmenter. Et plus tu vas freiner, plus les vitesses vont diminuer. Donc ça va se faire de manière automatique. Et c'est ça en informatique. Nous, on va donner des tâches à exécuter, mais on veut que ces tâches s'exécutent d'elles-mêmes sans que nous intervenions. Et c'est ça même qui fait l'objet de l'informatique. Mais quand nous regardons, si nous regardons très bien, excusez-moi, quand je dis ça à Marcel, Marcel est une personne. Marcel a des oreilles et Marcel a la faculté de m'entendre, Marcel a la faculté de me comprendre. Quand je lui dis une chose, Marcel va aller le faire. Mais qu'en est-il de la machine? Parce que n'oublions pas qu'en informatique, nous, on va donner des tâches à des systèmes informatiques, c'est-à-dire à des ordinateurs, à des téléphones portables,
à des tablettes, à des iPads, à tout ce que vous voulez. Tout ce qui est calculatrice, on va donner des tâches à ces choses-là. Mais malheureusement, ces choses-là n'ont pas d'oreille. Vous comprenez un peu les games? Ces choses-là n'ont pas d'oreille, n'ont pas la faculté de nous comprendre. Donc, dans ce cas, nous, on est obligé d'utiliser ce que ces objets-là comprennent. Comprenez pas? On est obligé d'utiliser ce que ces objets comprennent. Parce que entre moi et Marcel, c'est-à-dire entre Marcel et moi, on n'a pas besoin d'autre chose. Je lui parle le français, il me comprend. Mais imaginez si j'avais utilisé la langue, c'est-à-dire la langue chinoise avec Marcel, Marcel ne va pas me comprendre. Et comme vous, c'est comme vous. Par exemple, si j'utilisais le chinois dans cette vidéo, la majeure partie de vous n'allez pas me comprendre. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un langage que vous ne comprenez pas. Donc, pour qu'il y ait communication, pour qu'il y ait interaction, il faut que les deux communicants utilisent ce qu'on appelle le même langage. Avec Marcel, j'ai utilisé le français. Marcel comprend le français. Raison pour laquelle Marcel est allé faire les tâches comme je lui ai demandé. Mais qu'en est-il de la machine? On a dit que la machine n'a pas d'oreille. Donc, dans ce cas, on est obligé d'utiliser quelque chose que nous comprenons et que la machine aussi comprend. Et c'est ça qu'on appelle les langages de programmation. Pourquoi on va utiliser les langages de programmation? Parce que les machines n'ont pas d'oreille. Donc, on est obligé d'utiliser quelque chose que les machines comprennent et que nous aussi on comprend. Dans ce cas, il y aura communication. Vous comprenez un peu les games? Voilà. Donc, dans ce cas, on va utiliser ce qu'on appelle des langages de programmation. Quelle est l'importance de ces langages de programmation? C'est juste pour nous aider à interagir avec les machines. Parce que je reprends encore. Avec Marcel, Marcel comprend directement. On n'a pas besoin de langages de programmation entre Marcel et moi. Mais les machines n'ont pas d'oreille. Donc, en résumé, les machines n'ont pas la faculté de me comprendre. Donc, dans ce cas, je suis obligé d'utiliser quelque chose que la machine peut comprendre ou bien quelque chose qui peut subir des transformations pour que la machine comprenne. Mais ici aussi, il y a un problème qui se pose. Parce que malheureusement, que nous, on va utiliser les langages de programmation. Mais malheureusement, les machines ne comprennent qu'un seul langage. C'est ce qu'on appelle le binaire. C'est un ensemble, c'est des séquences de 1 et de 0, des séquences de 0 et de 1. C'est le seul langage que les machines comprennent. Et malheureusement pour nous, on ne comprend pas ces langages-là. Mais nous, on comprend les langages, c'est-à-dire les langages comme le français, le chinois, l'anglais, le japonais. Ça, on les comprend. Mais le langage que la machine comprend, je vous montre un exemple ici. Ce que vous voyez sur l'écran, ça, c'est ce qu'on appelle du binaire. Et c'est ça seulement que les machines comprennent. Par exemple, regardez, il y a des 1, il y a des 0. Et ça, moi, je ne sais pas ça c'est quoi. Et vous aussi, non plus, vous ne savez pas c'est quoi ça. Mais la machine ne connaît que ça. C'est-à-dire tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons faire dans ce monde, la machine va les représenter de cette manière. Et la machine peut comprendre. Quel que soit ce que nous allons faire. Je vous donne un exemple, par exemple. Excusez-moi, je vais ouvrir ça, vous allez voir ce qui va se passer. D'accord? Par exemple, j'ouvre ici. Vous allez voir ce qui se passe. Imaginons que ça. Ces écritures-là que j'ai mis ici, toutes ces écritures-là que j'ai mis ici, vous voyez ce qui se passe. Tout ça, nous, on les a écrits dans un langage que nous, on comprend et qu'on peut coder. Mais la machine ne comprend pas ce langage-là. Le seul langage que la machine comprend, c'est ce langage-là. Mais qu'est-ce qui fait que la machine maintenant comprend ce que nous, on a écrit? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle une interprétation, c'est-à-dire une interprétation ou une compilation. Donc il y aura une phase d'interprétation ou une phase de compilation. C'est en fonction des langages. Mais comme nous, ici, on utilise le Python c'est un langage interprété. Donc on n'aura pas besoin d'une phase de compilation, non. Tout ce qu'on va écrire, par exemple, ce code-là que vous voyez sur mon écran, ça c'est du Python. C'est du Python que j'ai fait avant la vidéo, juste pour vous montrer comment ça se fait. Tout ça c'est facile, on va voir ça après. Regardez tout ça. Donc ça c'est du Python. Ça on a écrit ça en ABCD, ça c'est des caractères que nous connaissons. Mais la machine ne comprend pas ça. On a dit que la machine ne comprend que ça. Qu'est-ce qui fait que ça se transforme en ça? C'est tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle le compilateur. Le compilateur, lui, il est là pour faire quoi? Pour prendre notre code qu'on a écrit en langage machine et traduire ça en binaire pour que la machine puisse comprendre ça. Vous comprenez un peu? Donc, dès que la machine maintenant comprend ça, il y a une partie dans la machine qu'on appelle le processeur et une unité qui est au niveau du processeur qu'on appelle l'UAL, unité arithmétique et logique. C'est ici que vont se faire toutes les opérations arithmétiques et logiques. Arithmétique, c'est-à-dire que ce soit une addition entre 0, 1 ou tout ce que vous voulez, whatever you want, tout ce que vous voulez. Maintenant, logique, c'est-à-dire que ça sera ou, non, ou tout, quelque chose de ce genre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il veut dire que nous, on va écrire comme ça, et le compilateur ou bien l'interprétateur, en fonction des langages, va transformer ce qu'on a écrit en ça. Maintenant, puisque nous, on utilise Python, ça c'est du Python, ça ne sera pas compilé, mais ça sera interprété pour devenir ça. Et c'est ça que la machine comprend. Mais regardez, est-ce que moi, je ne sais même pas c'est quoi ça.
Et d'ailleurs, je ne sais pas programmer en ça, je ne sais pas c'est quoi. Et c'est ça que la machine comprend. Voilà l'importance de ce qu'on appelle des compilateurs et des interprétateurs. Vous comprenez un peu les gammes? Voilà, donc on va parler des compilateurs et des interprétateurs. Mais ici, si c'est le langage C, il va falloir, c'est-à-dire une phase de compilation, c'est-à-dire notre code, notre script qu'on a écrit va être compilé pour être en 1000. Mais ici, nous, on utilise le Python. Le Python, il n'y a pas de phase de compilation, c'est un langage interprété. Dès qu'on saisit notre code, quand on va exécuter, c'est-à-dire le code va être interprété et ça va devenir des 0 et des 1. Voilà c'est quoi un langage de programmation et c'est quoi un interprétateur. Un langage de programmation nous permet d'interagir avec la machine parce que les machines n'ont pas la faculté de nous comprendre. Dans ce cas, on est obligé d'utiliser quelque chose qu'ils comprennent et que nous aussi nous comprenons. C'est pour cela qu'on utilise le langage de programmation. Maintenant, dès qu'on va coder, les machines ne comprennent que le binaire. Et nous, on ne peut pas coder en binaire. Dans ce cas, on est obligé, dans toutes les situations, de trouver quelque chose qui sera susceptible d'être interprété ou compilé pour que la machine comprenne. Voilà l'importance des langages informatiques. Les langages informatiques sont là pour nous aider à interagir avec la machine. Mais attention, et ça c'est une erreur que la quasi-totalité des gens font. La quasi-totalité des gens font. C'est-à-dire les gens pensent que les langages de programmation sont compris par les machines. Non, 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 non. Les langages de programmation vont encore subir d'autres transformations. Soit ça sera une compilation, soit ça sera une interprétation. C'est en fonction du langage. Mais le code que nous écrivons, la machine ne comprend pas ça directement. Cette code-là va subir d'autres transformations pour devenir des binaires, parce que les machines ne comprennent que les binaires. L'ordinateur que j'utilise ne comprend que le binaire. Vos téléphones ne comprennent que le binaire. Les tablettes, les iPads, les routeurs, les calculatrices n'utilisent que le binaire. Donc c'est le seul langage que les machines comprennent. Dans ce cas, quand nous allons saisir notre code, il va falloir quelque chose qui soit derrière, qui va compiler ou bien qui va interpréter pour que notre script soit compris, soit transmis, c'est-à-dire en ça. Donc notre script va devenir une chose de ce genre. Et ça, la machine va lire, la machine va savoir ce qu'on lui a demandé et la machine va faire. Par exemple, tout le travail que j'avais donné à Marcel, la machine va prendre tout ça. Si je l'avais donné à la machine va faire ça de cette manière. Et dans ce cas, c'est ça que la machine va voir. Et la machine saura à partir de ça qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle va savoir qu'on lui a demandé d'aller à la boutique, d'acheter du pain, d'aller chez Tante Nadi, de revenir. C'est ça. C'est comme ça que ça s'est représenté. Nos phrases seront représentées comme ça. Donc voilà l'importance des langages de programmation. Très bien. Maintenant, on va parler des systèmes informatiques parce qu'on peut parler de ça quand je parlais du processeur. Les systèmes informatiques, c'est tout ce que nous utilisons. C'est-à-dire cette machine que je suis en train d'utiliser, vos téléphones portables, les tablettes, les iPads, tout ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des systèmes. C'est des systèmes informatiques. C'est quoi un système informatique? Un système informatique, comme son nom l'indique, c'est un ensemble. Parce que si on dit système, ça veut dire que c'est un ensemble. C'est un ensemble d'appareils électro. Il y a de l'électronique, il y a tout. Qui est capable, c'est-à-dire de traiter l'information. La machine est là. La machine, il y a une partie touchable et une partie non touchable. Mais la machine peut traiter l'information qu'on lui a donnée. On lui a demandé d'aller à la boutique, d'acheter du pain, d'aller chez Tante Nadi. Mais dès qu'on va écrire ça, il y aura ce qu'on appelle une phase d'interprétation. Après l'interprétation, notre script sera transmis, sera traduit en binaire. Et dès que la machine comprend, la machine sera capable d'exécuter ça. Donc, les systèmes informatiques sont des systèmes qui sont susceptibles ou bien qui sont capables d'exécuter, c'est-à-dire des tâches. Par exemple, nous avons cet ordinateur, nous avons nos téléphones portables, nous avons les tablettes, comme je l'ai bien cité ici. Maintenant, ces systèmes, comment est-ce que ces systèmes font pour comprendre ce script, ou bien comprendre les binaires? Il faut savoir que les systèmes informatiques sont composés de deux parties. Une partie matérielle et une partie logicielle. Ce qu'on appelle en anglais le hardware et le software. La partie matérielle, c'est la partie qu'on peut toucher. Et la partie logicielle, c'est la partie qu'on ne peut pas toucher. Je vous explique, on va aller un peu. Quand nous prenons l'exemple d'un ordinateur, la partie matérielle, c'est la partie qu'on peut toucher, c'est le clavier. La partie matérielle, c'est la souris. La partie matérielle, c'est l'habillage, c'est l'écran, tout ce qu'on peut toucher. Mais il y a une partie beaucoup plus intéressante que cette partie, qu'on appelle la partie logicielle. Cette partie-là n'est pas palpable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à cette partie. Maintenant, dans cette partie aussi, il y a ce qu'on appelle le système d'exploitation. Tout ça, on va voir ça, parce que je ne veux pas accélérer les choses. Après, on va voir toutes ces choses-là, d'accord?
Mais ce qui est actuellement, ce que vous devez comprendre, c'est que les systèmes, tout système informatique a deux parties. Une partie hardware et le software, qu'on appelle en français la partie matérielle et la partie logicielle. La partie matérielle, comme son nom l'indique, c'est la partie qu'on peut toucher. On peut toucher à l'écran, on peut toucher au clavier, l'habillage, on peut toucher aux mémoires, parce qu'il y a des mémoires là-dedans. On peut toucher tout, mais il y a des parties qu'on ne peut pas toucher. C'est par exemple les applications que nous installons. Les applications que nous installons dans nos téléphones portables, dans nos machines. Ces applications existent. Mais en réalité, est-ce qu'on peut toucher à ces applications? Non. Ces applications sont là. Donc, c'est une partie de la machine, mais qui est logicielle, qui n'est pas palpable. Vous comprenez un peu? C'est une partie qui est là, qui est bel et bien présente au niveau de la machine. Mais cette partie-là n'est pas palpable. Maintenant, quand on parle de la partie matérielle, nous tous nous connaissons les claviers. D'accord? On a tout à l'heure, on a parlé du processeur. Et c'est un élément très très intéressant dans le système informatique. On a parlé du processeur parce qu'on vient de dire que regardez ce code-là. Le travail qu'on avait donné, le travail est représenté comme ça. Qu'est-ce qui fait que la machine comprenne ça? Parce qu'il y a des calculs qui vont se faire derrière. Il y aura des calculs qui vont se faire derrière pour que la machine comprenne ça. Où se passent ces calculs-là? Ces calculs vont se faire dans une partie de la machine qu'on appelle le processeur. Le processeur, c'est un ensemble d'unités. Et au niveau du processeur, les calculs vont se faire dans une seule unité qu'on appelle l'UAL. UAL qui s'appelle unité arithmétique et logique. Et c'est là que vont se passer toutes les opérations, que ce soit arithmétique ou logique. Donc tout ce que nous allons faire, même le monde réel, si on représentait ça en informatique, ça va se faire comme ça, des 0 et des 1. Mais la machine, pour que la machine puisse comprendre ça, il y aura des opérations arithmétiques ou logiques qui vont se faire derrière. Mais nous, on ne peut pas les voir ça, mais ça va se passer derrière pour que nous puissions visualiser les résultats au niveau de l'écran. Il faut comprendre ça comme ça. Mais ces opérations vont se faire au niveau d'une unité qu'on appelle l'unité arithmétique et logique. Alors, comment parler des langages de programmation? Il faut savoir qu'il en existe beaucoup. Franchement, la liste, elle est presque exhaustive. Donc, il en existe beaucoup. Maintenant, on va parler les plus récurrentes, c'est-à-dire les plus utilisés actuellement. Alors, il y en a beaucoup, mais les langages sont utilisés en fonction de nos besoins. C'est-à-dire dans chaque situation, il y a un langage beaucoup plus approprié. Par exemple, s'il s'agit de développement des applications mobiles, c'est-à-dire des applications que nous avons dans notre téléphone portable, on peut utiliser le Java, on peut utiliser le Python et autres. Maintenant, il y a un autre langage qui nous permet, c'est-à-dire de faire des sites web sur Internet, par exemple, c'est le HTML, le CSS et le JavaScript. Le HTML, certains l'appellent même, c'est un langage de balisage. Certains disent que ce n'est pas un langage de programmation. En fait, c'est ça. Parce que ça ne permet pas de faire, c'est-à-dire des programmes. Ça nous permet de faire des balises sur Internet, de créer des sites web. Maintenant, si on veut, par exemple, faire ce qu'on appelle du machine learning, du deep learning, de l'intelligence artificielle, ou du data science, là, on va utiliser Python. Vous voyez encore combien de fois Python est vraiment utilisable. C'est pour ça que certains disent même qu'actuellement, c'est le langage le plus recherché sur le marché de l'emploi. Certains disent que c'est le langage le plus utilisé sur le marché de l'emploi. Et raison pour laquelle nous, cette formation, va commencer par ce même langage. Parce qu'il faut savoir, Python a beaucoup d'avantages. Un, c'est simple d'abord. Pour ceux qui ont déjà fait le langage C, vous verrez qu'en Python, on n'a pas besoin de déclaration. D'ailleurs, on dit que Python est un langage dynamiquement typé. C'est-à-dire qu'en fonction de l'exécution du programme, le programme, c'est-à-dire l'interprétateur va donner des types en fonction des valeurs qu'on a données aux variables. C'est-à-dire que si c'est en langage C, on est toujours obligé de mettre int la variable ou float la variable. Alors qu'en Python, on n'a pas besoin de ça. Et puis en Python, on n'a pas toujours besoin de déclarer les variables avant de les utiliser. Alors qu'en langage C, ce n'est pas possible. Toutes les variables qu'on va utiliser dans notre programme, on doit les déclarer d'abord. Il n'y a pas de déclaration. C'est pour ça qu'on dit qu'en Python, le Python c'est un langage dynamiquement typé. Et en langage C, on est obligé de donner les types des variables. En Python, pas le cas. Python même va interpréter, va savoir que cette variable, c'est des types. C'est des types, ou bien c'est des types ça, en fonction de la valeur qu'on va donner à la variable. Python aussi est avantageux parce que tout simplement, on a dit que ça utilise dans beaucoup de domaines. On a dit data science, machine learning, deep learning, mais tout ce qui est aussi calcul scientifique, Python est vraiment puissant là-dedans. Et encore, le troisième niveau, c'est la communauté. Actuellement, Python a la plus grande communauté. Je m'explique. C'est-à-dire quoi? Si toi, tu programmes en Python, si tu as des problèmes en Python, tu as 99% de chances d'avoir quelqu'un qui connaît déjà ce problème, qui peut résoudre ce problème. Parce que Python maintenant a une très grande communauté.
Maintenant, nous, pour programmer en Python, pour n'importe quel langage de programmation, on a besoin de deux choses. Si vous vous rappelez très bien, on vient de dire que nous, on va saisir nos codes en ça, c'est-à-dire c'est ça que nous, on va saisir, mais on a dit que il y a un interprétateur qui va interpréter ce code-là en un langage binaire. Mais on avait dit que c'est quelque chose qui existait dans la machine. Exactement. Maintenant, pour ça, pour que Python interprète ça et le transforme en ça, il va falloir que nous ayons ce qu'on appelle un interprétateur. Pour avoir cet interprétateur, on peut l'avoir sur le site officiel de Python. D'ailleurs, je vais mettre le lien de leur site en dessous au niveau de la description, en dessous de la vidéo. Pour avoir Python, vous allez sur le site officiel. Vous allez télécharger la version la plus récente de Python. Je vous montre comment le faire. Par exemple, si vous venez là, ici, vous voyez, nous sommes sur le site officiel de Python. Donc, je vais mettre le lien au niveau de la description. Vous pouvez télécharger Python. Mais c'est là qu'on va télécharger Python, ce qui nous permet de transformer ça en ça. C'est Python, c'est ce qu'on appelle un interprétateur. On va télécharger ça ici. Si vous venez au niveau du site, vous allez voir beaucoup d'onglets. Ici, vous pouvez directement venir pour dire télécharger. Si vous appuyez ici, vous allez directement télécharger en fonction de la version de votre machine. Si vous voulez, ou bien vous pouvez venir là. Si vous avez Windows, vous venez sur Windows. Si vous avez Linux ou si vous avez Mac. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai Windows. Mais je peux directement venir ici. Je mets Download, je clique et je patiente. Vous voyez, pourquoi ça? Parce que moi, j'avais déjà ça. Parce que Python, je l'utilise depuis des années, mais je l'ai désinstallé juste pour vous montrer comment on l'installe. On va installer ça ensemble. Mais si c'est vous, si votre première fois, ça va directement télécharger ça, d'accord? Mais moi, je veux dire quoi? Je vais dupliquer. D'accord? Je vais dupliquer ça et je continue. D'accord? Et là, vous voyez, le téléchargement va commencer directement. Si je lance, le téléchargement va commencer. Et le téléchargement, c'est rapide. C'est 26 mois, presque 27 mois comme ça. Vous voyez? J'avais Python dans ma machine, mais j'ai tout désinstallé. Tout. Pour installer ça avec vous, pour que vous puissiez voir. Regardez, le téléchargement est fini. Dès que le téléchargement est fini, vous pouvez directement aller au niveau de votre téléchargement et vous verrez que le dossier est déjà là. Vous venez là et regardez, et le Python est là. Mais avant d'installer Python, nous allons faire une chose. Je vais vous montrer quelque chose. Vous venez là, faites CMD. On va voir est-ce que Python existe d'abord. Je mets Python, vous allez voir ce qui se passe. On va regarder, avant d'installer Python, ce qui va se passer. Vous voyez, ce qui veut dire que là, on n'a pas Python dans la machine. Ce qui veut dire que la machine ne peut pas lancer Python. Il n'y a pas l'interprétateur Python. Mais on va installer Python, ça est là. Vous allez voir, quand on va l'installer, Python va fonctionner au niveau de la machine. C'est une simple installation. Vous double-cliquez là-dessus et vous suivez. Vous voyez, on met quoi? On met Install Now. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une installation classique. On va installer ça ensemble. Vous venez, vous dites oui, c'est la version 3.9.1. Moi, j'avais la version 3.8 comme ça, mais j'ai désinstallé. Comme ça, on va prendre la nouvelle version. On va installer ça en direct. Vous allez voir comment moi-même j'installe ça. Comme ça, vous allez pouvoir installer dans votre machine et faire Python. C'est ce que nous sommes en train d'installer qui permet de passer de ça, à ça, pour que la machine comprenne. Donc, c'est très intéressant. Tant que vous n'installez pas ça, vous ne pouvez pas faire tout ce qu'on va faire après dans la série, d'accord? Voilà, installez ça, prenez votre temps et installez ça très bien. Voilà. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Quand même, c'est pas mal. Installer ça, il faut installer. C'est ça qui nous permet de faire quoi que ce soit. C'est la porte d'entrée à Python. Pour programmer en Python, il nous faut un interprétateur, je répète encore, qui nous permet d'interpréter nos codes sources en binaire. Regardez, on attend, il dit, regardez, regardez, il dit installer. Donc c'est en installation, on va patienter. Dès que ça va terminer, ça va nous dire successful, ça veut dire que c'est avec succès, ça c'est installé avec succès, ok? Ici il dit setup progress. C'est encore installé. Regardez ce qu'il dit. Il dit setup was successful, ce qui veut dire que l'installation a été faite avec succès. Alors on met close. Dans ce cas, cette fois-ci, si on vient, on met CMD pour regarder est-ce que Python existe dans notre machine. Si on met Python, regardez ce qui se passe. On met Python. Vous voyez, Python est là cette fois-ci. Cette fois-ci, il ne nous a pas demandé d'aller installer ça. Python existe. Dans ce cas, si on donne à Python un devoir, c'est-à-dire une tâche par exemple, on lui demande d'afficher Hello World. On va dire print something like this. On dit print par exemple de Hello.
Hello World, d'accord. Là, ça veut dire quoi? On lui a demandé d'afficher ce message-là. C'est comme quand on lui a demandé, on a demandé à Marcel d'aller à la boutique. C'est la même chose. Ici aussi, on va donner une tâche à Python. On va lui demander d'afficher ce message. Vous allez voir, il va l'afficher. Vous voyez, le message, il l'a affiché. On l'a demandé d'afficher Hello World, il a affiché Hello World. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, Python existe dans la machine. Mais à partir de là, on peut faire donc, on peut même faire des calculs. On dit par exemple 12 fois 4, il va l'afficher. Il dit c'est 48. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais là, on peut programmer. Mais regardez là, ce n'est pas facile de programmer ici. Si vous regardez très bien, ce n'est pas facile de programmer. Dans ce cas, on va encore installer une deuxième chose qu'on appelle un IDE. C'est des logiciels, c'est ce qu'on appelle des éditeurs de texte. Ça nous permet de, c'est comme ça, regarde, ça c'est un éditeur de texte qui nous permet de faire notre script. Ça, on pouvait le faire ça, tout ça, on pouvait le faire ça directement ici. Mais ça, c'est pas facile de travailler avec. Donc, c'est une question de productivité, excusez-moi, c'est une question de productivité pour être rapide. Parce que les éditeurs de texte, la majeure partie des éditeurs de texte vont vous permettre de faire ce qu'on appelle une autocomplétion. Dès que vous commencez un mot, ça va compléter ça directement. Donc, vous allez être rapide parce que des fois, vous serez appelé de faire des programmes de 1000 lignes, de 2000 lignes. Donc, vous aurez besoin du temps, de la rapidité, ce qu'on appelle de la productivité. Dans ce cas, on va installer un éditeur de texte. Moi, actuellement, j'utilise ce qu'on appelle Anaconda, mais je ne vous recommande pas ça parce qu'Anaconda, c'est un serveur. Vous êtes des débutants, vous ne pouvez pas utiliser ça. Vous utilisez un simple éditeur de texte qu'on appelle PyCharm. Moi, j'ai débuté avec ça et jusqu'à présent, je l'utilise. Mais si j'ai des gros projets, c'est-à-dire je fais ça sur un serveur qu'on appelle Anaconda. Parce qu'Anaconda, il y a tout là-dedans. Il y a du data science, il y a du Python, il y a tout il y a du data, il y a tout. Il y a tout là-dedans. Dans ce cas, on va encore aller sur Internet. On va télécharger cette fois-ci. On va venir là. On dit quoi? On dit download. D'accord? On va downloader quoi? On va downloader PyCharm, d'accord? L'application s'appelle PyCharm. On va télécharger ça. Vous voyez, si vous venez là, vous allez vous arriver sur cette interface. Vous venez directement ici, vous mettez Go to Download. OK? Mais ça va prendre du temps parce que l'application, il y a tout là-dedans. Il y a franchement tout. Tout est intégré dans l'application. Mais c'est pour cela, c'est-à-dire, ça prend beaucoup d'espace. Et vous venez sur l'onglet Download. Regardez cet onglet-là. Vous venez sur Download, vous downloadez. D'accord? Et là, vous arrivez sur cette interface. Ça, c'est très intéressant. Concentrez-vous sur ce que je suis en train de faire. On a deux versions. On a une version professionnelle et une version community. La version professionnelle, c'est une version payante. Mais vous pouvez faire un essai gratuit. Alors que la version community, c'est une version qu'on appelle free open source. Ça veut dire que c'est gratuit. Tout ce que nous, on aura besoin, que vous fassiez du data science, que vous fassiez du machine learning, que vous soyez des débutants actuellement, nous, ça nous suffit largement. La majeure partie des gens, c'est ce qui parce que ça, c'est une version payante. Alors nous, on n'est pas là pour ça. Tout ce dont nous aurons besoin, que ce soit des packages ou autres, on peut l'avoir ici. Donc, on vient là. C'est le open source qu'on va télécharger. On met download. Donc, on va attendre notre téléchargement. Le téléchargement va démarrer. Vous voyez, il nous dit Thank you for downloading PyCharm. PyCharm, c'est le nom de l'application. Ça veut dire merci d'avoir installé PyCharm. Et vous voyez, donc, le téléchargement va commencer. C'est 300 vers 400 mots. Donc, ça prend du temps. Donc, voilà, on va se retrouver après le téléchargement. Je ne peux pas prendre tout ce temps-là. Voilà les gars, c'est la fin du téléchargement. Donc vous voyez, le téléchargement est dans ce cas, on va aller installer notre fameux PyCharm. PyCharm, vous voyez, donc c'est la société JetBrains. C'est eux qui ont développé cette application. Ils ont fait vraiment un travail laborieux. Donc c'est un travail vraiment laborieux. Ils ont vraiment travaillé là-dessus. Donc on vient là sur téléchargement. Vous voyez, ici j'ai Python, mais Python je l'ai déjà installé. Donc je vais installer l'application PyCharm qui est là. L'installation, c'est une installation classique. Donc, on double-clique là-dessus et on patiente. D'accord? Voilà. Oui, pourquoi pas. Et ouais, c'est une installation classique. Vraiment, c'est classique. Il n'y a pas quelque chose. Ici, c'est juste pour vous donner l'emplacement de vos dossiers. Mais je vous suggère de laisser ça par défaut. Je vous recommande de laisser ça par défaut. Parce qu'on va le mettre sur notre disque C. D'accord? Comme c'est une application, on laisse ça comme ça. On fait sur. Et ici, concentrez-vous sur ce qu'on fait. Regardez ici. Ici. On va mettre l'extension. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois qu'on va faire, c'est-à-dire, on va créer des fichiers avec PyCharm. PyCharm va mettre le fichier en Python. Ça, c'est très intéressant. Project, si vous voulez, il faut marquer tout. Hein. Voilà. Vous êtes des débutants, donc il faut marquer tout. Ce n'est pas la peine de vous embrouiller là. Alors, vous voyez, voilà, installe et voilà. C'est une installation classique. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Hein.
patienter juste après voilà, l'installation. On va faire la suite. C'est un peu lent, mais on patiente quand même. Parce qu'il faut savoir que PyCharm, c'est vraiment, moi, je suis une application, voilà, c'est un logiciel que j'aime tellement. Parce qu'il y a tout là-dedans, tout ce que vous voulez. C'est pour cela même les données, voilà, excusez-moi, les données, c'est vers 400 comme ça, 400 mots. Donc ça va prendre beaucoup d'espace. Mais on va patienter quand même. Ça vaut la peine quand même. Ça, je l'avais dans ma machine, donc je l'ai désinstallé aujourd'hui avec Python tous pour voilà, encore installer ça de nouveau avec vous pour que vous ayez une idée de comment on télécharge ça, comment on les installe et comment on va les configurer. Il n'y a pas une grande configuration à faire. Dès qu'on a PyCharm, on peut directement programmer en Python. Et encore, il va falloir que chacun d'entre vous installe Python, après installe PyCharm, comme ça, la vidéo précédente, on va commencer la programmation, les bases en programmation, d'accord? Voilà. Et je sais qu'Inch'Allah, avec le temps, tout le monde va comprendre ici. C'est vraiment. Donc, vous voyez, soit, regarde, il dit, soit, I want to manually reboot later. Nous, on va l'ouvrir tout ça. On va venir là et on termine, on finit. Dans ce cas-ci, on sort, on peut directement lancer PyCharm, d'accord? On met PyCharm. Excusez-moi, j'enlève Python. Moi, je n'ai pas besoin de Python, moi, je veux PyCharm. Vous voyez, PyCharm est là. Si vous voulez voir PyCharm, vous venez directement sur Windows ou bien vous allez au niveau du bureau. Parce qu'on a déjà créé un raccourci. Vous pouvez directement venir là et vous allez voir que PyCharm est déjà là. D'accord? Mais nous, on va venir là. On écrit PyCharm, le nom P, Y, C, H comme ça et on lance. D'accord? Voilà. On patiente, ça va prendre un peu de temps, mais on va patienter quand même. D'accord? Ça va prendre du temps parce que c'est un logiciel vraiment complet. Il y a tout là-dedans. Il y a tout. Surtout c'est le premier lancement, donc ça va prendre un peu de temps, mais ça vaut la peine. Voilà. Maintenant, PyCharm s'est lancé, vous voyez. Il me demande quoi? Il me demande de reprendre les configurations que j'avais avant. Non, moi je vais configurer avec vous, donc do not import settings. Ok? On vient là. Voilà, PyCharm 2020.3 Community. C'est lancé. Donc on va patienter. Si c'est votre première fois, vous n'allez pas vous fatiguer. Mais pourquoi moi? Parce que moi, je l'avais déjà dans ma machine. Donc, je suis obligé encore d'installer et de laisser excusez-moi, tous les réglages que j'avais déjà fait avec l'autre version. Et là, nous sommes sur PyCharm. Concentrez-vous sur ce qu'on est en train de faire. Il dit Welcome to PyCharm. Ici, il dit nos projets, open et quelque chose comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Parce que nous, on est de nouveau, on va créer de nouveaux projets. Donc, on met New Project. On clique et on patiente. Vous voyez ce qui nous passe ici. Regardez ici, là où il y a la souris, il dit Python Project. Donc, on met ici le nom de notre projet, d'accord? Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà, maintenant, par exemple, moi je mets quoi? Par exemple, moi je mets Djangana Programming. Pourquoi pas? C'est juste le nom de la chaîne YouTube, hein? Djangana Programming. Donc voilà, il n'y a que ça à faire. Et dans ce cas, l'interprétateur, on peut utiliser. Voilà, on vient là, on crée. Et ça, on patiente. Comme c'est la première fois, vous regardez le nom et la Djangana Programming, le projet. Comme c'est la première fois, ça va prendre du temps. Il y aura la création des environnements virtuels et beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est juste pour des informations, pour vous apprendre comment on utilise PyCharm. Vous regardez si vous voulez apprendre. Moi, je le connais déjà, donc ça
c'est pas intéressant. Et on va partir. Regardez toutes ces infos-là, il y en a beaucoup même. C'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise PyCharm. Voilà. Non, on va mettre close, on ferme. On va patienter un peu. C'est la création de l'environnement virtuel. Il est en train de télécharger tout, de tout mettre en place. Donc on va patienter quand même. Ça va prendre un peu de temps. Ouais. Il est en train de mettre à jour l'interprétateur. Regardez, updating interpreter. Paf. C'est-à-dire le chemin d'accès, quoi, le chemin qui mène vers l'interprétateur. Très bien. Et là, nous sommes sur PyCharm. Ça, c'est le premier message qui va s'afficher à chaque fois qu'on va utiliser PyCharm pour la première fois, d'accord? Ça, c'est juste voilà. Nous, on va supprimer ça. On va l'enlever, d'accord? Et ici, on vient ici. Si vous regardez très bien, regardez ce qui se passe ici. Regarde. Ici, regarde ici. C'est le nom du projet que j'avais déjà créé. C'est le Djangana Programme. C'est en même temps le nom de la chaîne YouTube. Mais ici, il y a un fichier qui est là. C'est ça qu'on appelle le fichier main. À chaque fois, c'est le fichier qui va s'exécuter. Donc, c'est le module principal de notre projet. Ce qu'on avait fait ici, si vous vous souvenez très bien, on avait mis, je recommence, CMD. On avait mis quoi? Attends, je vais mettre Python, vous allez voir. On avait demandé, on avait mis quoi? On avait mis en print, excusez-moi. On a mis en print. Hello world. Ça, on l'avait mis ça ici. Et il a affiché, regarde le print Hello World. On l'a demandé d'afficher ça. C'est une tâche qu'on lui a demandé, qu'on lui a donnée. Et il l'a affiché. On peut faire la même chose ici. D'accord? Mais si on vient, je vous présente rapidement l'environnement, c'est-à-dire de PyCharm. Ici, ce sont nos projets, les fichiers que nous avons. C'est ici que nous allons écrire notre projet. Et ici, nous allons voir les résultats. Ici. D'accord? Les résultats de tout ce qu'on fait. On va les voir ici, d'accord? C'est ici qu'on va les voir. Par exemple, ce qu'on avait fait là-bas, on peut le faire ici aussi. Le print en même chose. Le print. D'accord? On met notre Hello World. Le print Hello World, on peut le mettre ici aussi. Dans ce cas, si on veut l'exécuter, soit on appuie ici, regardez où est la souris, Run. Ou bien on vient là. C'est la même chose. Ou bien on fait comme ça. C'est la même chose. Partout où on a, ça sera la même chose, d'accord? Voilà. Excusez-moi. Pourquoi pas? On va renaître ça. On vient là. On run. Et regardez ce qui se passe. Il dit Hello World. Le Hello World est affiché encore. Le Hello World qu'on avait ici, je recommence encore CMD. Je lance Python. Le Hello World qu'on avait là, le Hello World qu'on a là, regardez le Hello World qui est là, on pouvait le mettre directement sur, on peut le mettre sur l'interprétateur directement ici, mais si on l'utilise en éditeur de texte, c'est beaucoup plus facile. On met directement, on enlève tout, on met print, si on veut. On met ce qu'on a à faire. Vous voyez comment c'est? Regardez, c'est ça l'important. Regardez ce qu'il me dit. Moi, je n'ai pas terminé de saisir ce que je veux dire. Regarde, il me propose, il me dit print. Et c'est ça l'important de PyCharm. C'est ce qu'on appelle une autocomplétion. Ça va faire compléter ça. Si je mets entrée, il va mettre ça. Regarde à ma place. Regarde, moi, je n'ai rien fait. C'est l'application qui a fait ça. Donc, moi, je vais juste mettre Hello World. Donc, je mets moi Hello World. D'accord? Et je fais comme ça. Si je veux exécuter, je viens là. Ou bien je viens là, ou bien je peux venir sur le fichier, je mets clic droit et je mets Run. Run ici. Et ça va l'afficher. Regarde, le Hello World est là. Donc, c'est exactement ça. Alors,
C'est ce qui fait la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et d'aimer la vidéo, encore de me donner un pouce bleu. Donc, je vous donne un exercice à faire. Chacun d'entre vous va aller dans l'espace commentaire et va me définir l'informatique. Après avoir défini l'informatique, va me définir c'est quoi un langage de programmation. Et après ça, chacun d'entre vous va écrire au commentaire comment il va afficher son propre nom. Par exemple, moi, si je veux afficher mon nom, je montre comment on le fait. On met print. À chaque fois qu'il faut mettre print, on met deux parenthèses et on met deux guillemets. C'est ici qu'on va mettre, c'est ici que vous mettez tout ce que vous. Par exemple, je mets ici Marcel. Si vous mettez Marcel, c'est le Marcel qui sera affiché, d'accord? Si vous mettez Run, vous allez voir que c'est Marcel qui est là. Donc, dans ce cas, vous allez dans l'espace commentaire, vous m'écrivez comment vous allez afficher votre nom. Donc, vous mettez, vous comprenez print et votre nom. Je vais voir est-ce que vous avez compris la vidéo. Donc, c'est ça qui fait la fin de cette vidéo. Merci.